J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque j'ai le plaisir d'accueillir Marine. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Déjà pour commencer, est-ce que tu vas bien? Oui, merci beaucoup et merci à toi pour l'invitation. C'est un grand plaisir d'arriver dans ton podcast qui a un nombre d'épisodes incroyable que j'admire, donc très, très heureuse de faire partie de cette longue série. C'est trop sympa. On va aujourd'hui parler du coup d'autorité, on va parler de positionnement. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire un peu qui tu es et à quoi ressemble ton quotidien? Oui, alors moi je suis coach business et je suis spécialisée dans tout ce qui est système éditoriaux de conversion. Donc ce que je mets derrière ça, c'est l'idée que moi je m'adresse essentiellement aux professionnels de l'accompagnement qui parmi tout ça là, sont souvent des coachs, des thérapeutes. Et donc, du coup, parfois, la prospection, elle est un peu compliquée dans ces métiers-là. C'est difficile d'aller dire à quelqu'un, et au fait, tu serais pas en burn-out ou, et au fait, tu serais pas un peu en dépression. Donc voilà, c'est que ça peut être compliqué de parfois aller prospecter. Et donc, derrière ça, c'est l'idée de se dire, comment je peux construire mon business de façon à ce que ces gens-là prennent contact directement avec moi plutôt que ce soit moi qui aille vers eux. Et donc moi, c'est ça que je les aide à construire. Et pourquoi on dit système éditoriaux de conversion? Éditoriaux, tout simplement parce que ça passe beaucoup par l'écrit, le choix des mots qui amène du coup les futurs clients soit à s'identifier, soit à se projeter dans l'offre, mais en tout cas qui vient nouer cette relation-là dans tous les écrits, tous les contenus. Donc c'est ça que je crée avec mes clients. C'est fou d'avoir la notion de se dire, bah, en fait, c'est un secteur d'activité où c'est très difficile de connecter avec l'humain parce que l'humain doit faire face à ses problématiques, ses difficultés, ce qu'il vit aussi au quotidien. Je trouve que c'est très compliqué d'être très franc avec soi-même. À quel moment tu t'es rendu compte que ton métier à toi, enfin ton job, c'était plus trop d'expliquer ce que tu faisais, mais de faire en sorte que tes clientes ressentent que il peut y avoir un truc à travers ton contenu, quoi. Bah, alors moi, je te donne une grande anecdote qui est, en fait, il y a maintenant 3 ans, 4 ans, je découvre le profil de Margot Cunego comme une Ok. grande entrepreneur. Et en fait, moi, je suis fascinée par cette nana. Je me dis, c'est incroyable. Elle a 23 ans. Elle brasse des centaines de milliers d'euros. Elle a une énergie incroyable. Et donc, je me mets à la suivre de plus en plus près. Et en fait, je me dis, je veux comprendre. Tu vois, je veux comprendre comment tu génères un succès pareil. Et là, du coup, je m'inscris. À l'époque, elle faisait des challenges sur 2, 3 jours qui, du coup, lui permettaient de remplir son programme. Et je me dis, bah, go, vas-y, Marine, tu t'inscris et tu regardes comment elle fait de A à Z. Et je me souviens, j'arrive le dernier jour et le dernier jour, c'est le jour où elle parle justement de son offre, tu vois. Et là, je me dis, OK. Donc, en fait, le contenu de son offre, c'est peu ou prou le même contenu que la mienne. Mm. Par contre, elle en parle 12 000 fois mieux. Et genre, limite, moi, j'ai envie de m'inscrire au truc tellement elle en parle bien. Et en fait, c'est à ce moment-là, tu vois, où gros déclic dans ma tête. Et en fait, je comprends que c'est pas nécessairement le contenu de l'offre qu'on vient travailler, mais il y a énormément à jouer sur la façon dont on parle de notre offre et dans la façon dont on vient dire, en fait, souvent dans nos offres, il y a plusieurs axes. Axe 1, 2, 3, ou des étapes, ou en tout cas des gros piliers. Et en fait, je comprends à travers le discours de Margot qu'en fait, quand je l'écoute, je me dis, oh, tout a de la valeur et tout a l'air intéressant. C'est pas juste la destination finale, tu vois, il n'y a pas point A, point B, et je veux que le point B. Et on se dit, oh là là, même le point 1,5, il est trop bien, tu vois. Et en fait, là, ça change complètement quelque chose dans ma tête, et en fait, je comprends que c'est aussi une histoire de perception. Ok. Et du coup, c'est de là qu'est venu le fait que tu dis aux gens généralement de vendre juste, parce que c'est vrai que tu parles souvent du fait de vendre de manière floue, de pas réellement bien expliquer son produit, ni même ce qu'on vend. Quand tu vois ça, est-ce que ça renvoie à la posture que l'on va avoir, ça renvoie à ce qu'on est en train de dire, ça renvoie à la stratégie qu'il y a derrière? Comment est-ce que toi, tu l'imbriques dans cette vision-là? Bah, en fait, je dirais que tu as 2 cas, à peu près, moi, dans ce que j'observe. Le premier, c'est souvent des femmes, bizarrement des femmes qui sont très attachées à l'élégance, à l'éthique et à leur image de marque. Mhm. Donc, si tu veux, tous les codes un peu à l'américaine de je te promets des résultats incroyables en 3 jours, ça leur parle pas du tout. Et du coup, c'est pas du tout ce qu'elles ont envie de faire. Et en fait, elles se sentent un peu prises en étau entre, bah, soit je minimise mon offre, tu vois,
Mais au moins je mens pas, j'enjolive rien et voilà, je suis transparente. Mais dans ce cas-là, c'est un peu, bah, viens dans mon offre et on verra si tu as des résultats. Qui Mm, a envie de signer pour sa personne? mm, Parce que quand on signe, on est aspiré malgré tout vers des résultats ou vers des ambitions qu'on a envie d'atteindre. Et à la fois, bah, elles se disent, ouais, mais moi, j'ai pas du tout envie de me travestir ou de perdre mon authenticité et de tomber dans des codes qu'on a pu voir en 2023-2024, à l'époque de la formation en ligne à tout va, en mode, je te donne sortir de la dépression en 3 jours, voilà, des promesses un peu farfelues. Et ces femmes-là, ce sont des femmes, tu vois, qui ont des gros parcours académiques derrière, mm, potentiellement des belles carrières ou des beaux débuts de carrière, et qui du coup ont un grand respect, tu vois, de leurs prospects et la relation qu'ils sont en train de tisser avec eux. Et donc, c'est pour ça que moi, souvent, je parle de justesse. C'est ça que je veux dire. C'est pas on vient enjoliver les résultats que tu veux promettre, mais par contre, on vient pas non plus minimiser ta valeur. On mhm, vient trouver la façon juste d'en parler pour que les prospects se projettent mhm, et en fait, ça suffit, il n'y a pas besoin de faire plus et de leur promettre des dingueries. Donc ça, c'est vraiment mon premier cas. Le deuxième cas, c'est la peur parfois de parler de transformation. Parce que tu as beaucoup de femmes et d'hommes, et là pour le coup, c'est plus une question de perception, mais c'est de se dire, moi je me cache derrière le fait que, non mais moi tu sais, dans mes coachings ou dans mes accompagnements, le résultat, il est différent pour tout le monde. mm, Et là, bah, je vous rassure, moi, c'est le cas aussi. Un client qui est dans le vin, il n'aura pas du tout la même stratégie, les mêmes résultats qu'une coach en relation amoureuse, par exemple. Par contre, du coup, le fait de se cacher derrière le sur-mesure, bah, ça fait que tu as du mal à parler de tes bénéfices. Parce que si c'est différent pour tout le monde, ça veut dire qu'il te faut 3 quarts d'heure mm, pour expliquer les bénéfices que tu peux amener à différents types de personnes. Donc ça, pour moi, le sur-mesure, c'est pas tant que ça empêche la clarté sur les bénéfices, mais du coup, si on fait du sur-mesure, ça n'empêche pas, par contre, le côté de se positionner sur une cible et de structurer son offre. Pour après pouvoir être clair et dire, bah voilà, quand on travaille ensemble, par exemple, si je te le fais pour moi, d'abord, on va travailler ton positionnement et ton offre. Ensuite, on va parler de ta communication sur LinkedIn, sur ta page de vente. Et après, on va structurer un système d'acquisition pour aller chercher tes prospects. Et quand je dis ça, ça n'empêche absolument pas de faire du sur-mesure à l'intérieur. Par contre, ça aide mes clients à se projeter dans ce qu'on fait ensemble. Donc voilà un petit peu ce que j'entends par juste à chaque fois que je parle des offres. Je trouve que c'est assez difficile. Alors, au-delà des points que tu as mentionnés, je trouve qu'il y a une pression qu'on se met, mais de manière complètement indirecte, attention, c'est de vouloir promettre une transformation. Parce que du coup, tu sais, c'est un peu comme si tu prenais un poids sur les épaules et tu te dis, oh, mais attends, mais imagine, la personne, elle n'y arrive jamais. Moi, j'ai eu beaucoup de ces difficultés-là l'année dernière quand j'ai développé mon mentorat, de me dire, mais qui est-ce que je suis moi pour promettre ce type de résultat? Alors oui, ça a fonctionné pour moi, oui, ça a fonctionné pour beaucoup que j'ai accompagnés, mais quelle est moi ma certitude que ça va fonctionner pour tout le monde? Et c'est vrai que, en fait, il y a tellement cette responsabilité-là au niveau des épaules que tu as un peu peur. Et du coup, ça développe aussi pas mal de frustration. Alors, attention, moi, j'ai vraiment distingué cette obligation de moyens de l'obligation de résultat pour vraiment en fait me dire je contrôle ce que je peux contrôler. Il y a beaucoup de choses que la personne va faire que je peux rien faire quoi. Enfin, c'est pas de mon Oui, ressort. oui. Donc sur ça, j'ai réussi rapidement à m'aligner. Mais c'est vrai que avant de penser à ce type de transformation, je développais quand même une certaine frustration de me dire en fait j'ai l'impression que les autres font mieux que moi et j'ai l'impression que les autres vont plus vite que moi alors que les résultats ne coïncident pas forcément avec cette rapidité. Euh, Oui. Est-ce que toi, tu as déjà vu ou même vécu ce type de frustration de te dire mais je comprends pas, genre moi mon truc il est trop bien et les autres vendent mieux autre chose alors qu'on est raccord sur la même promesse quoi. Oui, mais en fait, je pense qu'il y a de ça. Et après, vraiment, c'est là où, tu vois, c'est ce qui m'était arrivé au moment du fameux challenge de Margot, tu vois. Dans le sens où je me dis, oui, ok, elle a une audience qui fait 15 fois, voire 100 fois la mienne. Pas le sujet, tu vois. Mais je me dis, dans la façon, si je regarde son offre et la transformation qu'elle est capable d'amener, vs ce que moi je suis capable d'amener, nos méthodes sont sensiblement les mêmes. Par contre, après, c'est clairement une question pour moi d'éthique, tu vois. Et c'est comme tu dis. C'était pas en train de promettre des résultats. Moi, c'est une évidence que les gens qui viennent dans mon programme, et je pense que dans le tien, c'est la même logique. Le but derrière, c'est qu'on leur amène plus de business, plus de sécurité dans leur activité, etc. Bien sûr, et quand ils signent avec nous,
ils viennent avec cette intention-là. Pour autant, est-ce qu'on doit leur promettre et leur dire plus X% de chiffre d'affaires, etc. Bah, comme tu le dis, non. Et je pense que c'est complètement, même un red flag d'entendre des gens qui disent, moi, tous mes clients, ils pètent les plafonds. Non, moi, je le vois dans mes clients. Il y en a qui, oui, pètent les plafonds. Il y en a qui sont dans la moyenne et il y en a qui sont en dessous de la moyenne. Évidemment que le but, c'est d'avoir le moins possible ceux en dessous de la moyenne, mais jusque-là, c'est juste le comportement normal de tout ce qui se passe dans le monde, quoi. Donc, je pense pas promettre de résultats quand vous pouvez pas. Par contre, un exemple que je donne souvent pour illustrer ça, tu sais, c'est la salle de sport. Mhm. La salle de sport, elle te promet quoi? Elle te promet un corps en forme, elle te promet le summer body l'été. Tu vois, et pour autant, si toi tu décides d'y aller une fois par mois, le summer body, tu l'auras pas, tu vois. Et donc, du coup, c'est vraiment ce truc-là, c'est de venir dire pourquoi les gens s'inscrivent à la base. Bah, on est tous d'accord, l'intention est d'avoir un corps sain, de se vider la tête, d'être bien, d'être musclé, qui soutient sa colonne, etc., machin. Par contre, après, libre à chacun d'avoir l'investissement et la régularité pour avoir les résultats, tu vois. Ouais, il y a une vraie responsabilisation aussi du consommateur qui est importante de remettre au centre. Parce que c'est vrai on a vu tellement de choses sur le marché en termes d'autorité, en termes de positionnement, en termes de discours, Mm. qu'aujourd'hui, c'est vrai que moi, je me mets à la place du consommateur, parce que j'en suis moi-même une. Je me dis tout le temps, en fait, je comprends pas si c'est réellement vrai ou pas. J'ai des doutes. Je sais pas si j'y vais, si je fais confiance, si c'est maquillé, si c'est réel. En fait, il y a vraiment cette perception de confiance qui est un peu biaisée. Pour toi, c'est quoi la vraie différence entre paraître vraiment experte dans ce qu'on raconte et versus être perçu comme une évidence? Vraiment Ouais. comme le truc où tu te dis, en fait, j'ai un problème, je sais que c'est avec elle que j'ai envie de travailler. Et bah, tu vois, tu avais un début de réponse dans notre question précédente qui est liée à la confiance. Je te donne vraiment ma perception des choses. Être experte, pour moi, c'est basé sur la compétence. C'est Mhm. par exemple le consultant qui fait ce qu'on lui demande dans telle mission. C'est le fait d'être perçu comme quelqu'un qui maîtrise son sujet, tu vois. Par contre, être perçu comme une évidence, pour moi, c'est basé sur à la fois une transformation et une posture. Et donc, du coup, quand tu es expert, bah, tu es comparable. C'est un peu le catalogue des experts. Je sais pas, tu veux un expert en automatisation, tu vas sur Malte, et en fait, bah, qu'est-ce qui va faire que tu vas choisir à même niveau d'expérience? Les gens, ils comparent quoi? Le prix. Et donc, du coup, t'es plus du tout dans une stature d'évidence, t'es dans j'essaie d'être le plus expert possible au-dessus du truc, et en plus, t'essayes de te vendre au meilleur rapport qualité-prix. Mhm. Alors que quand t'es une évidence, ça veut dire qu'en fait, t'as noué la confiance. Donc, t'as Mhm. préparé le terrain avant. Donc, c'est aussi une approche qui est plus moyen terme, moyen voire long terme. Et que la personne, en fait, elle s'imagine pas travailler avec quelqu'un d'autre. C'est Mhm. qu'elle est prête à économiser de l'argent pendant des mois pour bosser avec toi. Et donc ça se joue sur la différenciation, sur le fait de savoir faire ressentir cette différenciation dans nos mots. Ça se joue sur la longueur. Ça veut dire que tu acceptes de prendre le temps de nouer une relation avec tes prospects et de Mhm. leur faire vivre une vraie expérience. Tu vois, on parle souvent d'expérience client, mais en vrai, le premier focus, c'est d'abord sur l'expérience prospect. Si on est en mode pressé, en mode viens, vendre, vendre, et je suis le moins cher, et je suis Mhm. celui qui va te donner le plus pour moins d'argent, etc., bah là, on n'est plus du tout dans une posture d'évidence. On est dans une posture très catalogue, lesfurets.com, tu vois. Mhm. Donc, c'est vraiment deux façons de voir son business. Et ça se joue aussi sur à quel point ton offre, et là on rentre dans du beaucoup moins com, mais beaucoup plus structuration, mais c'est à quel point ton offre, elle répond précisément en tout point à la transformation que tu promets. Et en fait, bah, tu peux pas être perçu comme Mhm. l'évidence si tu dis simplement, en gros, je suis la meilleure coach du monde en prise de parole et j'ai que des avis 5 sur 5. Oui, ça, très bien, mais donc du coup, on sait que tu es experte. Mhm. Par contre, du coup, l'idée, ça va être de commenter l'évidence. Bah, tu vois, moi, il y a un exemple que je donne souvent. Si tu dis, je suis la meilleure coach en prise de parole, bon, why Mhm. not? Tu vois, on se dit, bon, elle doit pas être mauvaise dans ce qu'elle fait, mais je me dis, pourquoi je travaille plus avec une Marine qu'une Charlotte que une Justine, tu vois? Et Mhm. bah, ce qui fait que je vais travailler plus avec l'une ou l'autre, ça va être vraiment la façon dont elle va me parler de son offre et de la structuration de son offre, la structuration de la transformation. S'il y en a une qui me dit, euh, oui, bah moi, je vais t'apprendre à prendre la parole en tant que manager, bon, bah moi, je suis entrepreneur, déjà, ça me parle pas. S'il y en a une autre qui me dit, ouais, bah, je vais t'apprendre à créer une conférence
audacieuse pour laquelle on va te payer et qui va faire monter ta notoriété en flèche, ah bah là, d'un coup, tu vois, ça me parle plus parce que ça fait écho à ce dont moi j'ai envie. Et donc, du coup, cette personne-là va être l'évidence pour moi. Et Mhm. c'est toujours ce truc-là de se dire, on est l'évidence pour un groupe de personnes, pas pour la terre entière. Et tu le regardes même au niveau des grands artistes, tu prends une Taylor Swift, Mhm. c'est une star, une leaduse, une machin. Tu vois, on dit waouh Taylor Swift, mais pour un groupe de personnes, il y a des gens, Taylor Swift, ça leur évoque rien du tout, Rien. quoi. Comme à moi, ça m'évoque rien du tout, mais tu vois, mais je comprends et d'un point de vue extérieur, j'arrive à me rendre compte du mastodonte que c'est, de par bah, les analyses qu'on peut faire, de par la posture aussi qu'elle a. Puisque moi, au-delà de ces aspects-là, c'est vrai qu'il y a un aspect qui est hyper important et tu l'as évoqué, c'est vraiment l'aspect communautaire avec les gens. Faire en sorte aussi, tu vois, que les gens se rendent compte que je suis plus juste une experte, mais je le fais également. Moi, en fait, ça me perturbe les gens qui vendent des transformations qu'ils n'ont pas vécues ou tu vois des gens où on sent que c'est pas leur quotidien, tu vois. Moi, je me Ouais. sens pas du tout alignée avec ce type d'approche de me dire il faut absolument que je te vende ça. Non, moi, il y a beaucoup de gens qui viennent à moi. Il faut savoir que je parle très rarement de mes offres de manière frontale, très 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 rarement. Par contre, tous les jours, vous entendez parler de mon offre. Et Ouais. en fait, c'est comme ça où les gens viennent à moi, ah, je veux faire comme toi, comment est-ce que tu as utilisé telle stratégie, comment est-ce que tu as fait tel truc. Et c'est là où, en fait, du coup, tu piques davantage la curiosité. Moi, je le fais davantage dans les posts Instagram, etc., dans le contenu, parce que c'est mon expertise et c'est mon secteur d'activité. Mais est-ce qu'il y a un autre endroit où on peut développer cette fameuse autorité, cette fameuse notoriété? Ouais, bah, très vrai, hein. Évidemment, moi je suis hyper alignée à ce que tu dis, c'est que il y a aussi, tu vois, par rapport à ce profil dont je te parlais un petit peu au début du podcast, mais tu sais, les femmes qui vont minimiser aussi leur impact par peur d'en faire trop, elles ont aussi cette tendance-là à se dire, bah, vendre mon offre, en fait, ça revient à vendre frontalement, pardon, et à dire tous les jours, mon offre elle est trop bien, viens, machin, nan, nan. Mais en fait, toi comme moi, on parle de nos offres tous les jours, mais de façon beaucoup, beaucoup plus subtile, Mhm. parce qu'en fait, on n'est pas dans je veux vendre à cette personne demain. Mhm. On est dans je tisse ma relation, et quand la personne sera prête, par contre, je serai le choix évident, le choix numéro un dans sa tête. Et ça, il y a un autre levier qui est hyper bien pour le faire, parce que bah, malgré tout, qu'on soit sur Insta ou sur LinkedIn, on sait que les algos, bah, ils changent, des fois, faut suivre quand même, ça bouge vite, faut beaucoup s'adapter, etc. Et il y a un endroit qui est très cool, ça va être le média. Et en particulier, moi, je vais vous parler de la newsletter, parce que la newsletter, son gros, gros point fort, c'est qu'en fait, vous devenez propriétaire de vos prospects, propriétaire de vos leads. Donc, en fait, quand vous avez un message à faire passer, on dépend plus de l'algorithme et de est-ce que je vais être affiché dans le feed de tel ou tel prospect, mais on arrive directement dans leur boîte mail avec notre message. Alors après, évidemment, chacun est libre ou non d'ouvrir le mail, mais au moins, on sait que on a un moyen d'atteindre directement notre audience. Et ça, c'est génial. Et l'autre chose que je dis par rapport à la newsletter qui est trop, trop bien, c'est qu'on est indépendant des codes des réseaux sociaux. Il n'y a plus le format, il n'y a plus la longueur, ni des phrases, ni des posts. Et donc, du coup, il n'y a pas d'endroit où on est le plus chez soi que dans un média. Typiquement, bah, toi, là, dans le podcast, c'est tes règles, c'est ton truc, c'est ta longueur, c'est ton type de question. C'est est-ce qu'il y a des invités, pas des invités, t'es chez toi. Et dans une newsletter, c'est pareil. Et c'est là aussi où bah, on connecte encore plus avec Mhm. notre cœur de cible parce que ça laisse de la place à connecter de façon beaucoup plus intense et beaucoup plus intime aussi avec notre audience. Et c'est ça qui fait que bah, au fil des éditions de newsletter, la confiance se crée et en fait, quand les gens sont prêts à investir chez nous, bah, ils viennent. Et d'ailleurs, moi, dans mes rendez-vous Calendly, allez, quand j'ai quelqu'un qui va me cocher, qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre rendez-vous avec moi et qui me coche post, newsletter, masterclass, je sais que c'est quelqu'un qui a suffisamment confiance et je sais que ça va être un call qui a 90% de chance de Mhm. se signer. C'est juste quelque part une validation. Alors que quand j'ai quelqu'un dans mon Calendly qui me coche juste un post que tu as écrit, là, je me dis, Mhm. il est rentré, il a vu de la lumière, il s'est dit peut-être c'est bien, mais c'est quelqu'un qui ne me connaît pas ma façon de travailler, mon approche. Généralement, n'a pas suffisamment en fait confiance en moi pour acheter.
Donc en fait, ça me donne beaucoup, beaucoup d'indications sur comment je vais gérer mon call après. C'est hyper intéressant et je trouve qu'il y a un point que tu viens de mentionner qui est créer son propre espace. En fait, moi, c'est quelque chose que je retrouve très souvent parce que, bon, c'est pas une nouveauté pour celles qui ont l'habitude de m'écouter. Je suis un peu contre les tendances Instagram. C'est-à-dire que pour moi, se mêler dans la masse, bon, prends ton temps pour faire autre chose. Il s'avère que je me suis rendu compte au fil des mois et des années d'expérience que les gens, ça les rassure d'avoir des codes, d'avoir, tu sais, un peu comme un mode d'emploi quand tu achètes un meuble chez Ikea, où tu as étape par étape. Et en fait, sur Instagram, c'est un peu la même chose. Instagram, mais aussi autres réseaux sociaux, on s'en fiche. Moi, je travaille principalement avec Instagram, c'est pour ça que je prends cet exemple. Et c'est vrai que quand on te dit, OK, là, tu as une tendance, il suffit juste de faire comme ci, comme ça, et c'est fait. C'est rassurant parce qu'en fait, on te prend par la main. Alors que quand on crée notre propre espace, que ce soit un podcast, que ce soit une newsletter, que ce soit un site internet, en fait, il n'y a plus de code. Et vu que tu es juste chez toi et que tu fais juste ce que tu veux, et là, le juste, je vais le mettre en gros, gras, surligné, ce que vous voulez, c'est compliqué en fait de se projeter et de se dire, OK, là, moi, j'en vaux la peine, je sais exactement ce que j'ai envie de développer. Pourquoi est-ce que selon toi, autant de femmes ont encore du mal ici à se dire clairement que leur accompagnement rend quelque chose de possible chez leurs clientes? Pourquoi est-ce que c'est aussi difficile de sortir de ce carcan et te dire, bah là, en fait, je vais créer mon espace? Ouais. Alors, tu vois, j'avais trois raisons en tête, mais j'en ai même une quatrième qui me vient. La première, c'est clairement ce que tu dis, c'est qu'en fait, on n'est pas habitué à créer nos propres modèles. Mm. En vrai, même dans la façon dont on traverse les années à l'école et même après dans le supérieur, tu remarques que on est peu poussé Mm. à penser par soi-même. Et effectivement, comme tu dis, c'est rassurant de suivre des modèles, mais en fait, tu te rends compte que plus ton entreprise croît, plus tu veux adopter cette posture d'évidence et devenir la référence dans ton domaine, moins il faut que tu suives Mm. les étapes 1, 2, 3, 4. Moins il faut que tu suives les codes. Parce que les codes, c'est très bien, tout ça, peut-être pour se lancer, c'est évident que si demain, toi qui parles business, tu te mets à mettre que des photos de ta passion qui est la peinture ou la photo, les gens vont trouver ça bizarre et on va manquer de cohérence. Donc, les codes pour comprendre comment marche un algorithme, c'est OK. Mais après, de se dire, OK, bah maintenant que j'ai compris, mon compte il est lancé, je sais les sujets qu'il faut que je traite, bah en fait c'est de là de dézoomer et de dire, OK, est-ce que là je suis en train de rentrer dans une logique où je poursuis les trends qui font des millions de vues, mais ça ne me parle pas du tout, ça me prend 3 heures pour filmer le truc dans mon appart. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est cette posture-là que j'ai envie d'avoir? Donc ça, je dirais que c'est vraiment une posture de presque de bah, prendre sa casquette de CEO, tu vois. C'est vraiment pour moi presque une logique déjà de business relativement avancée. Mais les trois raisons, tu vois, qui font que bah, autant de femmes ont du mal à dire clairement bah, ce que l'accompagnement apporte, le premier, c'est le climat de méfiance. Le premier, c'est toutes les formations en ligne, tous les programmes miraculeux. Et franchement, je pense qu'on est très peu à ne pas avoir cédé au moins une fois à l'appel du petit produit à 49 € qui va révolutionner ta vie. Et en fait, je pense qu'il y a eu cette période-là où il y avait des formations, des petits produits de tous les côtés. Et en fait, c'était des coquilles vides. Et donc, en fait, ça a créé beaucoup de méfiance, beaucoup de déception. Et donc, du coup, bah, on était dans ce truc de ouais, c'est cool, bah, j'ai acheté, mais en fait, j'ai pas bougé un petit doigt, ça m'a pas amené le moindre résultat. Donc, ça, c'est le premier truc. C'est que déjà, il y a de la méfiance et ils se disent, bah ouais, mais donc, vu que ma cible, elle est méfiante, bah, dans tous les cas, autant ne pas parler de l'offre parce que, en fait, si je parle de mon offre, je vais créer de la méfiance, tu vois? Donc, c'est un peu un raccourci. Donc, ça, c'est la première fausse croyance. La deuxième fausse croyance, c'est qu'elles ont peur d'être perçues comme prétentieuses, du coup. L'inverse, c'est si j'assume ma valeur, là où on dirait à un mec d'ailleurs qu'il est brillant, ambitieux, audacieux, tout ce qu'on veut, nous non. Nous on est un peu prétentieuse, on a la grosse tête, on se prend pour je sais pas qui, etc. Donc comme elles ont peur de ça et que elles se disent bah non mais moi je suis quelqu'un de simple, je suis juste quelqu'un voilà qui c'est vrai, je remarque hein, mes clients ils sont contents, j'ai des avis 5 sur 5, etc. Mais comme elles ont peur d'être prétentieuses, bah elles en parlent pas. Mm. Et l'autre chose qui
rend ça difficile, rend cette perception difficile, bah, c'est ce fameux syndrome de la boulangerie. C'est en fait, j'avais un poste de cadre trop trop bien, par exemple, j'étais manager dans un grand groupe, et puis je me mets à mon compte, donc je veux devenir consultante en management. Et en fait, mon offre, c'est ça. Je suis consultante en management. Et donc, du coup, comme la cible n'est pas particulièrement claire, consultant en management, c'est très, très, on peut le faire de façon très, très diverse et variée. Bah, c'est ce que j'appelle le syndrome de la boulangerie. C'est tu rentres dedans, mais tu sais pas ce que tu prends. Et donc, du coup, comme tu sais pas ce que tu prends, bah, tu peux pas parler de ce que ton accompagnement rend possible. Parce que un coup, l'accompagnement management, tu vas te dire, ah non, mais en fait, je fais des conférences, je fais des séminaires. Ah, et puis en fait, moi, j'accompagne les managers dans l'industrie. Ah, et puis moi, j'accompagne en fait aussi les néo-managers qui n'ont jamais managé avant. Et puis après, j'accompagne finalement le top management dans des grands groupes. Bah, les ambitions et la construction de l'offre, bah, désolé, elle n'est pas du tout la même si on s'adresse à un néo-manager que Mm. si on s'adresse à des mecs qui sont dans des comex ou des codir, tu vois. Et donc, du coup, quand on reste comme ça trop généraliste, bah, on a du mal à parler de ce qu'on apporte parce que c'est trop divers et varié. Du coup, par rapport à tous ces éléments-là que tu viens d'évoquer, comment est-ce qu'on va faire la différence entre le fait de s'autocensurer et de faire un peu attention à ce qu'on va dire, parce que tous les éléments que tu as mentionnés, versus l'éthique qu'on peut ressentir? Parce que moi, tu vois, par exemple, en tant qu'entrepreneur, il y a des choses que je ne dirai absolument jamais à mon audience, tu vois. Et je sais que je le vois chez les autres, je sais que ça fonctionnerait, je sais que ça peut faire pas des miracles et pas de la magie parce que moi je suis contre ça en business, mais ça peut créer des déclics. Mais éthiquement parlant, moi je suis pas OK de dire ce genre de choses parce que je ne sais pas. Du coup, on fait comment la différence entre ces deux trucs? Ouais, alors bah, pour moi, l'autocensure, tu vois, c'est quand tout simplement tu ne parles pas de ton offre. Comme si ta présence en ligne, elle était là uniquement pour informer, pour faire sentir aux gens qu'ils se sentent compris et qu'ils se sentent moins seuls avec leurs problèmes. Tu as beaucoup de comptes sur LinkedIn et sur Instagram qui sont très très suivis Mhm. parce que ça crée ce truc de on n'est plus tout seul, tu vois, ça crée pour le coup la communauté au sens vraiment propre du terme. Par contre, quand tu viens vendre avec éthique, et d'ailleurs c'est marrant parce que tu le dis souvent, pour moi c'est pas éthique. Vendre avec éthique, pour moi c'est vendre avec justesse. Donc, c'est pas inventer du faux mot, là, le truc, plus que 3 jours pour l'offre one-one que tu commercialises toute l'année, bah pas du tout en fait. Donc déjà commencer par élaguer tout ce qui sonne faux. Les durées précises pour les résultats. Bah, en vrai, on n'en sait absolument rien. Les promesses enjolivées avec les superlatifs, tu vois, deviens une leader incroyable, inspirante, magnétique. Non. Donc tous ces trucs-là, ça parle plus du tout. Là où vous pouvez trouver, pour le coup, ça marche très bien aux États-Unis. Le superlatif, le truc un peu pas bullshité, mais très enjolivé, très les pieds dans le plat. Ça marche beaucoup mieux sur les promesses à l'américaine, beaucoup moins chez nous. Mais donc, du coup, comment on fait pour vendre de façon éthique et avec justesse? C'est dire très concrètement ce que vous apportez, sans jargon, parce que parfois, il y a l'extrême inverse. Il y a je vais en parler, mais avec du jargon, comme ça, je fais pro. Mhm. Tu sais? Et donc, du coup, bah, typiquement, tu vois, si je te reprends l'exemple de la coach en prise de parole, dire juste je suis coach en prise de parole en public, bah, c'est plat parce que tu peux pas être l'évidence pour ça. Tu vois, on peut se dire oui, bah, elle est sympa, j'aime bien son contenu, ça m'aide, ça m'informe, mais est-ce qu'on sait ce qui va se passer si on travaille avec cette personne-là? Mhm. Pas trop. Alors que si on dit, bah, j'aide les femmes leaders, leaders d'opinion même, j'aide les femmes leaders d'opinion à créer une conférence monétisable. Comme toi et moi, on crée du contenu, il y a un moment, c'est aussi pour que ce soit rentabilisé, qui renforce leur image de marque. Bon, bah là, Mhm. on se dit, ok, bah, cette coach en prise de parole en public, si demain je travaille avec une coach comme elle, bah, je vais plutôt aller vers elle que vers quelqu'un d'autre. Et en fait, quand je dis ça, il n'y a absolument rien d'amplifié, il n'y a pas d'emphase, il n'y a pas de superlatif, il n'y a rien de tout ça. Il y a juste dire là où je t'emmène. Donc, dans mon programme, je vais t'aider effectivement à créer la conférence, à la vendre et à faire que ça renforce ton image de marque sur ton marché. Mhm. Est-ce que là-dedans, on dit des choses folles? Pas du tout. Pour autant, est-ce qu'on est en train de promettre que ça va devenir le number one
En France, pas du tout. Donc, Mm. je pense que c'est question, comme souvent, hein, question de curseur en fait. Mm. J'aimerais juste rajouter un critère à ce que tu as mentionné sur la méfiance qu'on Vas-y. peut créer. C'est les fameux chronomètres, tu sais, Ah ouais. les fameux délais que les gens mettent sur les pages. Alors, si vous mettez un chrono, j'ai aucun problème avec ça, j'en ai moi-même. Par contre, mettez des vrais créneaux. Parce que, en fait, quand tu arrives sur une page, que tu vois le chronomètre défiler et que tu y retournes 2 jours après, ben, le chronomètre, il est encore en train de tourner. Alors qu'on te dit 2 heures, 24 heures. Alors, ça peut fonctionner chez certaines personnes, mais soyez méfiante aussi dans ce que vous voyez, mais surtout et aussi dans ce que vous appliquez. Il faut un minimum de cohérence dans le discours commercial. Moi, j'appelle ça du mauvais marketing. Ah, mais de ouf. Donc, faites attention à ce genre de choses. Euh, il y a un point que tu as mentionné, et pour le coup, j'aimerais beaucoup qu'on creuse, c'est tous ces éléments-là qui font quand même un socle. Et je pense que vous avez beaucoup d'éléments depuis le début de cet épisode de podcast. Et c'est vrai qu'on peut avoir la sensation que ou on fait beaucoup, ou on fait trop, ou même on fait peut-être pas assez. Alors que en vitrine, tout paraît fonctionner hyper bien. Euh, Comment est-ce qu'on fait pour savoir quels sont les signes, nous, en interne, qui montrent qu'on est encore un peu dans l'ombre ou qu'on peut encore appuyer sur la pédale d'accélération sans se cramer, parce que l'objectif, vous le savez, je le dis tout le temps, prendre soin de soi, c'est prendre soin de son business, donc on n'est pas là pour être l'esclave de son business. Néanmoins, je pense qu'il y a des jauges qu'on peut identifier nous-mêmes. Quels seraient ces signes selon toi? Alors, dans les signes, alors ça fait très archétype, hein, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de cocher toutes les cases. Peut-être que vous les cochez et sûrement, enfin moi d'ailleurs, je pense que quand j'ai réfléchi à cette question-là, tu vois, je pense que je me suis basée sur beaucoup sur ma propre histoire et de ce que j'observe chez mes clients. Donc, il n'y a aucun jugement derrière ça, c'est juste de se dire, oui, bah ok, si Mm, ça m'arrive, bah il y a peut-être quelque chose à aller creuser parce que bah, je suis peut-être encore finalement que au 10e de mon potentiel et c'est ça qui est trop cool et qui est hyper stimulant. La première chose, c'est souvent, du coup, tu es très suivi, tu es très proche de ton audience, potentiellement, tu as beaucoup de messages en DM, on se confie à toi. Et donc, globalement, ton contenu, il plaît, mais tes revenus, ils sont pas alignés. Donc, mm, genre, c'est très grosse audience et des revenus qui plafonnent, qui restent quand même relativement faibles par rapport à la taille de l'audience. En général, c'est qu'il y a des leviers à venir activer. Euh, L'autre truc, ça pour moi, c'est le truc presque le plus frustrant, c'est le côté où tu as tes clients qui te disent, oh ouais, mais je m'attendais pas à tout ça au moment où j'ai signé. Tu donnes beaucoup plus que ce que j'imaginais. Là, vous savez que vous n'êtes pas perçu, enfin, que votre valeur, votre offre n'est pas du tout perçue mm, à sa juste valeur. Donc, il y a un levier business énorme à faire vraiment transparaître la valeur de votre offre et de votre accompagnement. Et même en termes de tarifs après, parce que ça veut dire aussi que mm, potentiellement vos clients actuels se disent, ah, j'ai fait la meilleure affaire du siècle. L'autre axe qui arrive aussi, c'est quand vos prospects, ils vous posent beaucoup de questions sur comment ça se passe précisément dans ton accompagnement. mm, Et qui mettent énormément de temps à choisir ou à s'engager. Et en fait, à chaque fois qu'ils reviennent vers vous, vous sentez qu'ils sont attirés, mais qu'à la fois, c'est pas suffisamment clair, qu'ils n'arrivent pas suffisamment à se projeter pour mm, signer. Et donc, du coup, ça donne des process où, en fait, à chaque fois, le prospect, il revient avec une nouvelle objection. Oui, mais moi, tu comprends, je suis un peu comme ci, comme ça. Ouais, mais donc, du coup, tu avais dit dans ton accompagnement, rappelle-moi déjà ce qu'on va faire. Ça, c'est typiquement qu'il a envie d'aller vers vous, mais que malgré tout, bah, on me demande des sommes pour nos accompagnements. Et en fait, dans sa tête, il n'arrive pas, pour l'instant, à faire corréler la perception qu'il a de votre offre et votre prix. En fait, il essaye de raccrocher les wagons pour venir justifier le prix, et en fait, il n'y arrive pas. Donc là, pareil, un gros levier sur la perception de l'offre, de la valeur. Et donc, tu vois, le dernier point que j'avais noté, c'était ces prospects qui comparent ou parlent de prix. mhm, Si tu vois, dans les appels découvertes, il y a ah, mais j'ai vu Machine, elle propose à peu près la même chose à pas cher ou à moins cher. mm. Là, en général, pareil, il y a un problème de valeur. Et en fait, tous ces trucs-là, c'est pas du tout. Ben, c'est pas une catastrophe. C'est juste que Mm. bah, vous savez qu'en fait, devant vous, vous avez encore un boulevard pour valoriser tout ça et justement faire exploser votre business, a priori, juste via le choix des mots et la valorisation de votre offre. Donc, c'est pas un chantier qui prend 40 mois non plus, quoi. C'était du coup ma prochaine question parce que c'est vrai que
Alors, si c'est le cas, alors sachez que vous n'êtes déjà pas seul. Moi, ça m'est déjà arrivé, encore ce matin, d'envoyer un message à quelqu'un de mon équipe et lui dire, là, ça c'est has-been, il va falloir absolument qu'on change tout ça parce que ça fonctionne plus de la même manière. Donc, des évolutions, il va falloir s'y préparer en tant qu'entrepreneur, mais comme tu le dis très bien, c'est rarement des chantiers qui vont prendre des semaines, voire des mois. C'est quelques heures de travail, oui, il va falloir s'y mettre, oui. Mais quand on a envie comme ça de travailler sur ces différents caps qui sont, attention, je le répète, des opportunités, c'est pas forcément en travaillant plus. Quand on veut changer de niveau comme ça, qu'est-ce qui doit d'abord évoluer chez nous? Quelle est la première étape? Bah, moi, ce que j'aime bien dire, c'est d'abord on travaille sur l'impact. Avant de travailler sur la visibilité, ça ne sert à rien d'être visible si l'impact de tes posts est faible. Et en fait, c'est vraiment le truc de d'abord j'ai de l'impact et Mm. après je veux que ça résonne auprès de plus de personnes. C'est pas d'abord j'ai une audience incroyable, mais par contre mon impact est zéro. Enfin, si je vous donne l'exemple des anges de la télé-réalité, là, les mecs ils sont débiles, ils sont suivis par des millions de gens, leur impact il est nul. Donc, vous, le but, c'est pas du tout de créer ça. Donc, d'abord, on vient travailler sur l'impact de nos mots, l'impact de ce qu'on raconte, comment ça résonne chez notre cible, et ça, pas que dans un post, mais vraiment dans tout ce qu'on crée. Si on fait des newsletters, bah dans les newsletters, dans les posts, sur les pages de vente, si on fait des masterclass, pareil, vraiment travailler comment je fais pour que quand j'écris quelque chose et que je décide que, je sais pas, à la fin de mon post, je donne une ressource gratuite, bah, comment je m'organise pour qu'un maximum de personnes fassent l'action que moi j'ai prévue. Donc si j'ai prévu de donner un freebie à la fin de mon post, et bah, comment je rédige mon post pour que il ait son impact. Donc vraiment au début, concentration sur l'impact. La deuxième chose, c'est le système. Le système, l'idée, c'est de se dire, bon, maintenant que je sais avoir de l'impact, comment je peux faire pour en fait ne pas m'épuiser dans toujours plus d'actions. Et donc, du coup, souvent, il y a ce truc de se dire, bah ouais, bah ok, Marine, mais donc, moi, si je veux faire croître mon chiffre d'affaires, faut que je prospecte plus, faut que je poste plus, il faut que j'envoie plus de DM, faut que je fasse plus de café visio et compagnie. Moi, tout ça, ça me draine, mais à un niveau mais extrême. Parce que de base, moi, je suis en plus plutôt profil introverti, qui aime bien travailler seul, tu vois. Donc moi, quand on me disait, ouais, tu vas faire 10 cafés visio par semaine, c'était l'angoisse absolue. Je suis là, bah non, mais moi, j'ai déjà mes coachings, tu vois. Enfin, j'en vois assez des gens, laissez-moi, tu vois. Et donc, du coup, la notion de système, elle est vraiment venue me sauver, moi, à ce moment-là. C'est de se dire, en fait, comment, quand tu écris, tu peux toucher plus de monde, plus facilement. Donc là, on est vraiment dans une notion de amplifier son impact Mm. pour sortir de la dépendance des algorithmes et de la dépendance à la prospection et donc à notre présence en continu, etc. Et donc dans ces systèmes-là, il y a la création d'un média, podcast, newsletter. Et typiquement, là, bah, qu'est-ce qu'on est en train de faire, nous? On est en train de parler à tous tes prospects et mes prospects en même temps. On n'est Mhm. pas en train d'envoyer 800 ou 1000 messages un par un. Ce serait impossible à suivre pour nous. Donc, dans ce système-là, il y a cette notion-là de se dire, OK, bah, une fois que j'ai capté mon prospect, comment je fais pour rester présente à ses côtés jusqu'au moment où il va être prêt à convertir sans pour autant m'agiter tous les jours à lui envoyer 14 000 relances supplémentaires. Donc, il y a vraiment une notion de système. Et après, une fois que ces bases-là sont posées, il y a une question d'offre. Parce que bah, quand on veut déplafonner son chiffre d'affaires, c'est difficile de rester sur du one-one pur et dur. Et donc, du coup, après, c'est d'aller chercher des offres qu'on appelle scalables, qui peuvent, du coup, c'est du one-to-many. Donc, one, vous délivrez une fois à plusieurs personnes. Et donc, du coup, bah, il y a les produits digitaux, il y a les programmes de groupe sous toutes leurs formes, il y a tous ces formats-là qu'on peut, les workshops, qu'on peut imaginer et qui là permettent de faire un effet de levier sur le chiffre d'affaires. Mais ce serait complètement fou de se dire, bah, je me lance dans l'entrepreneuriat et je commence par une offre de groupe. Bah oui, mais pour avoir une offre de groupe, il faut plusieurs personnes qui arrivent à convertir en même temps. Et ça, bah, c'est basé sur une audience qui est déjà fédérée, de la confiance qui est déjà générée. Donc, vraiment faire les choses dans l'ordre, c'est aussi un des gros points pour arriver à faire gagner plus en travaillant moins à terme. Ouais, j'ai adoré ta notion de volume, de créer beaucoup de contenu pour avoir le plus de portée possible. Alors moi, il y a deux choses que j'aimerais vraiment démystifier, vraiment, parce que c'est le cœur de ce que je vois au quotidien. Publier tous les jours n'est pas une stratégie, ça ne sert absolument à rien. Et de la visibilité sans système derrière, moi, ce que j'appelle des tunnels de contenu, des tunnels de vente.
La visibilité sans rien, c'est un soufflet qui sort du four et qui retombe, ça ne sert à rien. Et comme beaucoup aiment le dire, mais là, moi, je vais le renforcer, des vues ne payent pas des factures. Moi, de ce que je vois dans mon expérience, il faut savoir que les posts qui ont le moins de vues de mon côté sont les posts qui m'ont fait vendre le plus. Donc, il faut vraiment arrêter d'aller chercher cette viralité qui, je le sais, fait énormément de bien à l'ego. Moi-même, hein, j'ai été très virale pendant très longtemps à faire du 15 millions de vues, du 19 millions de vues. C'est hyper cool parce que tu vois de l'activité au niveau de ton profil et ça, c'est trop bien. Par contre, du coup, j'ai traversé une traversée du désert. L'étape d'après, c'est OK, maintenant, je vends comment à ces gens? Vous vous rendez bien compte que sur 15 millions de personnes ou sur 19 millions de personnes, tout le monde n'était absolument pas du tout qualifié. Et c'est là aussi où en fait il y a tout l'enjeu de comprendre aussi le je pose ma stratégie, dans quelle direction je vais et quelle est la perception que les gens vont avoir de mon travail. Euh, Qu'est-ce que, selon toi, pour terminer notre podcast, quelle est selon toi la bonne manière de justement transmettre cette autorité et qu'est-ce que ça va changer dans notre business, au-delà même de juste la façon de se tenir, de se décider. Alors je sais que les gens adorent faire des raccourcis avec l'autorité. Non, ce n'est pas être en blazer avec du rouge à lèvres rouge. La preuve en est, si vous regardez la vidéo sur YouTube, nous ne sommes pas en blazer toutes les deux. Ça ne nous empêche pas d'avoir de l'autorité et d'avoir un positionnement. Euh, Qu'est-ce que ça va changer réellement dans notre quotidien, le fait de poser ce Ouais. positionnement-là? Mais carrément, bah, je pense qu'en vrai, ça permet aussi d'être plus fier de soi parce que tu vois, quand tu cours après les likes, les machins, les trucs, Mm. en fait, quelque part, t'es encore une fois pas en train de créer ton propre modèle. T'es en train de te plier aux règles potentiellement d'un algo, d'un truc, tu vois. Et en fait, oui, tu peux être fier de toi au moment où t'as le post viral, etc. Tu vois, mais je trouve que la fierté, elle est d'autant plus grande quand t'arrives à créer tes propres codes et que ça marche. Donc, t'es Mm. fier de toi pour tes idées et la mise en œuvre. T'es fier de ton business et t'es fier de la vie que tu construis à côté de ça. Tu te dis, bah ok, en fait, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'était souvent côté liberté, fixer mes propres règles. Bah ok, là, on y est, Mm. on y est enfin. Comme on a plus de clients qui viennent plus facilement, bah aussi on se sent plus sécure financièrement. Enfin, c'est un vrai sujet. Et je trouve que ça aide beaucoup, tu vois, notre capacité à se projeter dans l'avenir. Tu vois, dès que tu as des gros projets de vie, bah nous en plus en tant que femme, tu vois, tu te dis, bah dans la trentaine, tu as la question de est-ce que je vais être maman? Est-ce que potentiellement on achète un appart, une maison, on déménage, tu vois, des gros trucs. Bah, je trouve qu'effectivement, quand tu sais que t'as ton autorité sur ton marché, t'es même plus dans le stress de est-ce que je vais vendre cette offre? Quand bien même elle se vend pas, tu sais que tu as la capacité de créer autre chose qui va se vendre. Et donc en fait, en termes de sérénité intérieure et de sécurité financière, pour le coup là, très palpable, bah, Mm. c'est hyper sécurisant. Euh, je trouve que si tu es plus libre, parce que quand tu as cette autorité-là, tu t'es plus aspiré par le ah punaise, il faut que je travaille du lundi au vendredi, le matin, le soir et tout. T'es en mode, bon bah ok, bah tu vois, typiquement là, je me suis fait mal au dos. Bon, bah je voulais faire des trucs cet après-midi. Je sais que la position assise, là, c'est clairement pas celle qui me fait du bien. Bah en fait, je vais faire autre chose. Tant pis, je vais pas faire du business et puis je ferai mon business le week-end quand j'aurai plus mal, tu vois. Et je trouve que ce truc-là, quand t'as la bonne autorité sur ton marché, bah en fait, t'es plus dans cette course à oh, punaise, il faut que je m'active pour faire du chiffre. Tu vois, t'es dans une confiance qui te permet aussi d'être beaucoup plus à l'écoute de toi, de ton corps, de tes besoins. T'as plus de plafond de verre, ça c'est ma préf. Mm. C'est que bah, dans l'entreprise, malgré tout, t'as beau être brillant, brillante, donner des super bonnes idées. Bah, en fait, si le mec qui a le poste que toi tu veux, il a pas prévu de partir, bah toi tu te cognes à ton plafond de verre et souvent on te dit bah t'es déjà bien payé pour ton âge. Et ça, moi, c'était un truc, tu vois, ça me rendait folle. Là, dans l'entrepreneuriat, mais tu peux rêver jusque là où t'en as envie. Et ça, moi, je sais que ça me stimule énormément. Pas tant pour le chiffre, mais tu vois, je me dis, ouais, bah ça, en vrai, je pense que je suis capable. Et donc, du coup, ça vient vraiment mettre de l'essence dans le moteur. Et je pense qu'il y a un autre truc, c'est que quand tu sens que tu deviens petit à petit une référence, parce que la référence, ça prend du temps, ça prend plus que 2 ans ou 3 ans de business, ça prend du temps, mais quand tu sens que tu commences quand même à prendre une forte place sur ton marché, tu es plus affirmé à l'oral devant tes prospects, Mhm. devant ta famille, tu sais, les repas entre amis, là, on te dit, ah, tu fais quoi et tout, tu sors de, bah, je monte mon business, je lance mon truc, tu sais, où tu bouges tes mains comme ça, où tu sais pas trop et tout.
t'es vraiment, encore une fois, avec ta casquette de CEO. Et donc, du coup, t'es vraiment en train de prendre ta place, même socialement, au-delà du business, tu vois. Complètement. Et il y a vraiment cet aspect aussi où vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir envie d'être la référence numéro un, parce que je sais que pour beaucoup d'entrepreneurs, ça fait hyper peur de prendre sa place. Mais juste en fait de se dire que demain, on va ne plus jamais questionner votre valeur ni votre prix. Et moi, c'était ma plus grande peur quand j'ai lancé mon mentorat et l'accompagnement sur 6 mois. Je savais la valeur qu'il fallait qu'on pose, je savais le prix qu'il fallait qu'on pose. Et je me disais, mais waouh, Ouais, comment est-ce que je vais vendre ça? bah oui. Qui est-ce qui va payer pour ça, pour moi? Et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que je pouvais avoir les plus petits produits de la planète. Les gens viendraient toujours au plus cher parce que c'est là où réellement elles sentent qu'il y a un cadre. Et ça m'a beaucoup rassurée de me dire, OK, bon, en fait, ça fonctionne, je suis en mesure de le faire. Et comme tu le dis très bien, en fait, il y a pas de plafond de verre, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que si moi je veux en vendre 50, ben, je vais activer les leviers pour en vendre 50. Si je veux en vendre 2, ben, c'est de ma responsabilité d'en vendre 2. Et cette prévisibilité-là va vous donner beaucoup de sérénité pour être en train de le vivre actuellement, puisque euh, vous écouterez ce podcast, mais je suis en fin de grossesse. Il faut savoir que moi, j'ai eu vraiment cette peur de me dire, je suis entrepreneur, j'ai 30 ans, je suis propriétaire, donc j'ai acheté une maison, donc il y a des frais qui vont sortir forcément. Et là, du coup, je m'embourbe dans la maternité, mais qu'est-ce que mon avenir va devenir, quoi? Mais qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, le fait d'avoir tous les socles qu'on a évoqués tout au long de cet épisode de podcast, c'est vrai que c'est hyper rassurant de se dire, bon, bah, ok, let's go, on y va. Pas les yeux fermés parce qu'il faut en avoir bien un ouvert, un fermé, mais avec de la prévisibilité quand même et de se dire, bon, ben, aujourd'hui, je connais mes tunnels de contenu, je sais ce qui fonctionne, je sais ce qu'il faut que j'améliore, j'ai mes tunnels de vente, j'ai mes systèmes, j'ai de la prévisibilité. Et tu vois, ce jeu de tirer les ficelles et de savoir que tout dépend, oui, que de nous, oui, c'est une charge émotionnelle énorme, mais dans le fond, c'est est-ce que c'est peut-être pas ça la liberté qu'on recherche initialement quand on se lance en tant qu'entrepreneur? Je sais pas. Je suis d'accord avec toi. Mm. C'était une très belle manière de terminer cet épisode de podcast. Un énorme merci à toi, Marine, pour ton temps et pour la valeur que tu as délivrée. Je sais que ça peut paraître beaucoup. On a évoqué beaucoup de thématiques un peu isolées à droite à gauche. N'hésitez pas à réécouter cet épisode de podcast si vous en ressentez le besoin. De toute façon, dans les notes de cet épisode, vous aurez tout, toutes les références. Vous aurez également le compte Instagram de Marine si vous voulez aller voir. S'il y a des thématiques que vous souhaitez approfondir, surtout n'hésitez pas. Et merci encore une fois, Marine, pour ta présence. C'était un énorme plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode.